Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Stanislas Maximin, cofondateur et CEO de Latitude, start-up qui développe, conçoit, fabrique et opère des fusées qui permettent de mettre dans l'espace des petits satellites dans un endroit très précis. Dans cet épisode, Stanislas nous raconte l'historique de la création de Latitude, les différents obstacles qu'il a dû surmonter pour développer son entreprise, ainsi que son choix de s'installer à Reims pour y installer son usine et développer une entreprise qui compte maintenant plus de 65 employés. Si le secteur du New Space vous intéresse, ne manquez surtout pas cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Stan, merci de prendre ce temps pour échanger avec moi aujourd'hui. Bonjour Xavier, merci beaucoup de me recevoir. Alors Stan, la traditionnelle question pour commencer nos entretiens chez Entrepreneur Café, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Latitude ? Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Oui, absolument. Alors, Latitude est une entreprise qui a maintenant plus de 3 ans et nous développons, nous designons, nous fabriquons et nous opérons des fusées qui permettent de mettre dans l'espace des petits satellites qui font la taille d'une boîte à chaussures à des endroits très précis. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, on envoie historiquement des satellites qui pèsent plusieurs tonnes avec des fusées qui ressemblent à des 24 tonnes et qui peuvent littéralement déposer des dizaines de tonnes en orbite. Nous, ce qu'on propose maintenant, c'est que les nouveaux satellites, ils sont tout petits grâce à la miniaturisation des composants électroniques. Comme votre téléphone, ils ont complètement divisé de taille et de prix. Ces satellites-là, on va venir les placer sur des orbites précises avec une livraison porte à porte grâce à notre propre lanceur qui s'appelle Zephyr, qui peut envoyer une centaine de kilos dans l'espace. Est-ce qu'on peut dire, pour vulgariser, que en gros, vous vous placez en concurrent de Ariane et SpaceX ou Alors justement, on va pas vraiment sur leur terrain de jeu. Eux ont toujours des offres dédiées sur du lancement de satellites, parfois géostationnaires, en tout cas des satellites qui vont faire la taille d'un bus ou d'une très grosse voiture. Là où vraiment nous, on va se focaliser sur des tout petits satellites qui vont peser une dizaine, une vingtaine de kilogrammes et qu'on va venir déployer au bon endroit au bon moment. Donc on n'est pas vraiment en opposition. Alors c'est juste que historiquement, les grandes fusées envoie plusieurs dizaines, voire centaines de petits satellites ensemble, mais à un seul endroit. Sauf que ça convient plus aux opérateurs de satellites qui maintenant développent des vraies constellations. Maintenant, il y a besoin d'un lanceur comme le nôtre qui vient venir déposer chacune des grappes de satellites au bon endroit, à sa bonne orbite. Et c'est ce qu'on propose. Donc, c'est pas vraiment en concurrence, plutôt que apporter une solution précise, complémentaire et même adaptée aux besoins des nouveaux opérateurs, ce qui n'enlève rien à la pertinence aujourd'hui des lanceurs que sont la Falcon 9 ou autres sur le marché du lancement. D'accord. On reviendra plus en détail sur du coup Latitude, votre lanceur Zephyr. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, Stan. D'où tu viens et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer Latitude il y a maintenant plus de 3 ans ? Bonne question. Toujours pas la réponse non plus, mais non. Globalement, je viens moi d'une formation très commerciale slash financière que j'ai faite dans une école qui s'appelle l'IESEG à Paris. J'ai fait 2 ans et rapidement, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. J'étais passionné de spatial, d'aéronautique depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, et je voulais pouvoir créer quelque chose dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'à bout de à la fois à bout de frustration de ma formation et aussi avec une vraie envie de démarrer quelque chose d'autre, j'ai lancé mon entreprise en début 2018. Alors l'entreprise a été créée début 2019, mais l'idée était là bien avant. Mais comment tu as eu l'idée justement de créer une fusée ? Enfin, c'est quand même une idée pas banale pour lancer une boîte. C'est une idée aussi pas banale que n'importe quelle idée dans le web. Ça vient d'une connaissance d'un secteur. Tu connais ce secteur-là, tu te dis il y a une opportunité parce que tu t'y intéresses. C'est pas banal, mais quand c'est comme être passionné d'automobile et de faire des voitures, être passionné, je sais pas moi, tu vois, de plein de secteurs comme ça. Faire des fusées dans un secteur spatial, au contraire, c'est plutôt banal. Donc voilà, non, après, en effet, ça venait quand même, je me suis beaucoup informé sur le secteur des satellites, sur les nouvelles tendances des satellites, les nouvelles technologies autour des satellites, sur les nouveaux opérateurs, leurs besoins, la façon dont ils réfléchissaient, toute l'analyse de la chaîne de valeur également derrière du lancement du satellite et comment est-ce qu'on pouvait apporter de la valeur. Maintenant, on a créé quelque chose. Il y a eu pas mal de pivots pour arriver au lanceur et à l'offre commerciale d'aujourd'hui. Mais par contre, oui, on partait déjà à l'époque sur un
d'ailleurs ce qu'on appelle aujourd'hui un micro-lanceur, c'est-à-dire un lanceur capable de placer moins de 500 kilos dans l'espace. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que dès le départ, tu t'es associé avec des gens qui étaient en mesure de designer la fusée? Parce que toi, tu me disais que tu avais fait des études plutôt financières. Ou est-ce que c'est toi qui as fait ça tout seul? Est-ce que tu t'es associé dès le départ avec des gens qui avaient des compétences techniques pour le faire? Oui, absolument, tout à fait. C'est clair, hein, c'est ce qu'on a fait. On a pu rapidement. J'ai cofondé la boîte avec deux autres personnes, deux ingénieurs, et notamment un qui travaille dans le secteur aéronautique et spatial. Mais même, hein, enfin, je veux dire, on ne design pas une fusée à trois. On savait que c'était possible, hein, ce qu'on allait faire. Enfin, voilà, on sait que c'est faisable. Par contre, après, on est venu augmenter l'équipe, on a recruté des personnes, là, pour le coup, des ingénieurs qui étaient spécialisés, qui avaient déjà développé des premières technologies. Et parti là-dessus, on a développé l'entreprise sur nos premières technologies, notamment autour du moteur fusée, et par la suite, sur tout le reste de la fusée. Et quand vous avez été à la recherche de vos premiers financements, est-ce que vous avez été bien reçu par les gens à qui vous avez demandé de l'argent? Est-ce qu'ils vous ont pas dit, bah non, mais c'est un truc, c'est pas possible, ça nous paraît trop gros? Est-ce que vous avez réussi à convaincre facilement des gens de vous financer ou, Non, 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 on n'a pas réussi à convaincre facilement les gens de financer. Non, 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 c'est exactement les réactions que tu dis, qui sont pas des mauvaises réactions, mais qui sont des réactions conservatrices, on va dire? ouais, non, mais de gens qui sont habitués à financer du soft, des petits produits, etc. Et là, c'était tellement éloigné, c'est-à-dire que les gens nous recevaient par curiosité, mais n'investissaient pas parce que juste c'était tellement loin de leur domaine de prédilection. Alors, je fais pas des généralités, bien sûr, hein, puisque on a quand même obtenu des financements conséquents, mais c'était souvent ça. Du coup, on a pas mal galéré, puis on voulait lever des fonds au-delà de ça début 2020, donc c'était quand même le mauvais timing. Donc, c'est-à-dire que déjà lever des fonds dans une boîte spatiale industrielle, c'est quand même pas la chose la plus simple au monde. Et le faire en période de Covid, c'était mission impossible. Et puis ça l'était, hein, puisqu'on n'a pas réussi. Mais le fait est qu'on a continué sur notre design, sur nos convictions, et au fur et à mesure, voilà, on a réussi à obtenir des premiers contrats, notamment de la part de l'Agence spatiale française, le CNES, pour développer nos technologies. Et on va dire, on est monté suffisamment en maturité, puis on a utilisé une stratégie qui était une stratégie assez, je dirais pas le mot ambitieux, mais qui était assez décalée par rapport à ce qui se faisait et qui a porté ses fruits. On a décidé de quitter Paris parce que dans une boîte industrielle comme la nôtre, déjà il nous fallait de la place à long terme, mais ne serait-ce qu'à court terme, il nous fallait un soutien considérable de la part de la BPI et des financiers. Le meilleur et des politiques. Le meilleur moyen de l'avoir, c'est d'être dans une ville qui valorise ce que vous faites. À Paris, on valorise pas ce que vous faites. Je veux dire, à Paris, c'est la capitale, il y a une dizaine de millions d'habitants. Globalement, votre projet qui va créer 200 emplois, on s'en fout un petit peu, mais c'est pas une critique, c'est juste un fait, quoi. Et par contre, aller en région, tout de suite, dans des régions qui tentent à relancer l'industrialisation, qui peuvent y investir, tout de suite, ça fait la différence. Et quand on est arrivé, on a pris cette décision-là de viser d'autres villes. On l'a prise milieu de l'année 2020 et pendant l'été, on allait visiter justement la ville de Reims. On était très 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 bien reçus. On a rencontré notre investisseur historique, UI Investissement, qui avait un fonds régional dans la région Grand Est, la BPI, etc., la région, et tout ça nous a permis de venir clôturer notre tour d'amorçage en septembre 2020. Voilà. Un petit tour d'amorçage, hein, un petit million d'euros, mais qui nous permettait de mettre les pieds à l'étrier. Ouais. Mais, c'est déjà pas mal pour commencer. Je trouve ça intéressant ce que tu disais d'avoir eu très tôt, après avoir créé l'entreprise, la vision de se dire mais il ne faut pas qu'on reste à Paris, parce que si on reste ici, ça va être compliqué à moyen terme, si on veut construire une usine, etc. Tout de suite, vite se dire on va aller dans une région qui pourra nous accompagner, nous valoriser et être là pour nous aider à grandir. Quels ont été pour toi et tes associés les critères primordiaux pour choisir Reims par rapport à une autre ville qui pourrait être proche de Paris? Est-ce qu'il y a eu un facteur qui a fait la différence ou Déjà, oui, le niveau de soutien et d'investissement. Alors, et là, je parle pas d'investissement financier, même si ça en fait partie, d'investissement en général, en termes de temps, en termes de ressources, en termes de contacts, en termes de toutes ces choses-là. Juste pour te faire visualiser les choses, quand on est arrivé à Reims, on les avait juste contactés en disant bonjour, on cherche des locaux. Est-ce que vous avez quelque chose pas trop cher? Donc là, ils arrivent et là, ils nous présentent la brochure. Ils reviennent en 24 heures vers nous, déjà. Je te rappelle, on est une boîte qui a aucun employé de temps plein. Voilà, alors oui, on était une dizaine de personnes qui allaient s'installer si on clôturait notre levée de fonds, mais voilà, ça reste quand même assez exceptionnel. On arrive, ils nous font une brochure, ils nous disent ah oui, d'ailleurs, vous pouvez obtenir telle aide, donc une aide à revitalisation, c'est-à-dire que si vous créez des emplois, pof, vous avez des subventions, des aides à la R&D, plusieurs centaines de milliers d'euros, etc., etc. On se dit ah oui, quand même. Bon, ça nous paraissait un petit peu trop beau pour être vrai, on va les visiter. Il nous faut visiter au cours de la journée plusieurs locaux, des biens, des moins bien, et des très très bien, d'ailleurs certains qu'on a choisis. Et le midi, il nous invite à déjeuner, et là on rencontre globalement, on déjeune avec Joseph Puzo, qui est
le PDG d'une boîte qui s'appelle Axon Cable, qui est une très 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 belle boîte industrielle de la région Île-de-France et de la région Grand Est, puisque ils font notamment en plus les câbles de la constellation OneWeb, qui est une constellation de satellites assez connue, notamment on a peut-être entendu parler parce que OneWeb est en train de merger avec Eutelsat, bel opérateur français, et également les câbles du rover Curiosity, qui est sur Mars depuis maintenant 2014-2015, je peux pas dire de bêtises. Donc une vraie personnalité, un vrai dirigeant industriel et avec une vraie expérience du spatial, donc c'était extrêmement intéressant. On déjeunait avec une personne qui représentait le fonds, Elisa Le Tallec, qui était du fonds U Investissement, qui gérait le fonds du coup Airpac Création, qui est un fonds régional. Il y avait les gens de la région et tout ça, ça crée, on va dire, un effet d'entraînement qui nous a surpris. Et donc on a continué vers ce sujet-là. U Investissement a pris le risque et je dois saluer ça parce que on est sur un fonds régional qui est fait pour investir en venture capitalisme, mais sur un fonds régional qui est vraiment pas expérimenté dans l'industrie deep tech et qui prend ce risque-là, c'était extrêmement ambitieux de leur part et ils sont responsables d'une grosse partie de notre succès. Enfin, c'est ça aussi, les fonds d'investissement, c'est qu'ils peuvent parfois faire l'immense différence et permettre de belles aventures industrielles. Mais c'est également le soutien de la part de la ville et de la région qui ont fait la différence. Donc on était on a eu vraiment cette chance-là quand on s'est installé. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas que Reims avait des atouts particuliers. Reims, c'est une super belle ville, c'est une très grande ville, il y a tout ce qu'il faut. C'est à 45 minutes de Paris en train, 1 heure et demie en voiture. Mais c'est pas ces avantages-là qui nous ont convaincus. Ce qui nous a convaincus, c'est que ces gens-là avaient une conviction et une vision. Là où les autres, on avait discuté avec Lyon, avec Rennes, avec machin. Mais si tu veux, il y avait un tel momentum, une telle rapidité dans l'exécution à Reims qu'on n'a pas réfléchi 2 fois, quoi. On va dire ça matchait entre les deux parties directement. Ils nous ont chassés. Ils nous ont chassés. Et quand tu as une startup et qu'on vient de chasser, c'est magnifique. Non, c'est clair. Donc là, ça fait 2 ans, enfin, ça fait faire 2 ans que vous êtes installé à Reims. Tu me disais que vous avez installé l'équipe là-bas, vous avez eu des financements pour la R&D, etc. Et du coup, là, l'attitude, ça en est où maintenant, mi-2022? Est-ce que vous êtes toujours en phase de R&D? Est-ce que vous avez déjà fait des proof of concept? Enfin, où ça en est de cette fabuleuse aventure? Ouais, tout à fait. On est toujours en phase de R&D. Aujourd'hui, on s'était du coup installé dans les premiers locaux qui faisaient 200 mètres carrés. Puis l'équipe a suffisamment grandi. Donc maintenant, on avait inauguré une première usine en octobre 2021 dans le nord de Reims, enfin toujours à Reims, mais dans le nord de Reims, de 1700 mètres carrés. On vient de doubler la taille parce qu'on a grandi un peu trop vite. Du coup, maintenant, voilà, on a un site d'environ 3500 mètres carrés. On refait 400 mètres carrés de bureau. Enfin bref, c'est assez sympa. Et ça nous permet de faire les assemblages des différents composants. Là, en l'occurrence, on fait les assemblages de notre banc d'essai pour aller tester notre moteur fusée. L'équipe est passée à plus de 65 personnes aujourd'hui, toujours sur de la R&D, mais on a passé les commandes, c'est-à-dire que sur les réservoirs de la fusée, sur les systèmes électroniques, sur le moteur, on a reçu notre premier moteur. Alors, c'est une partie de nos technologies. On fait des moteurs fusées imprimés en 3D, en métal, en seulement 3 pièces. C'est assez innovant et on a réceptionné les premiers moteurs fusées qui vont être mis à feu. Voilà, donc toujours de la R&D, mais à pleine vitesse. Donc voilà, maintenant il nous reste, ça va être ça pendant encore 2 belles années pour aller vers une première tentative orbitale fin 2024. Et du coup, donc, vous avez déjà des clients qui sont déjà embarqués avec vous, enfin, en termes de visibilité commerciale, je veux dire, est-ce que votre système a déjà convaincu des clients potentiels? C'est un peu la complexité des boîtes industrielles et deep tech comme la nôtre, c'est-à-dire pas que deep tech d'ailleurs, c'est que quand on a un produit qui prend 2-3 ans à se développer, avoir le client instantanément, c'est vachement dur. Encore plus dans notre cas, puisque nos clients majoritairement, ce sont des startups qui elles-mêmes doivent lever leur fonds, etc. Et donc, comme nous, elles gèrent leur cash flow. C'est-à-dire qu'elles vont pas poser 3 millions sur la table demain matin. Et c'est là où se place la complexité. Donc là, notre objectif, c'est d'obtenir les premiers contrats d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et c'est déjà super ambitieux. Maintenant, on a à côté des contrats de R&D et on fait beaucoup de services d'accompagnement dès aujourd'hui. Et là, on a des premiers contrats autour du lancement et des missions de lancement de nos clients. On a créé une filiale qui s'appelle Astreos et qui propose déjà tous ces services-là. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez des concurrents déjà identifiés en Europe ou même ailleurs aux États-Unis ou en Asie qui font la même chose que vous, ou est-ce que vous avez une spécificité sur le marché? Sur la fusée elle-même, parce que notre offre est un peu plus complexe que simplement le lancement lui-même, c'est-à-dire le véhicule lui-même, oui, on en a.
sur la fusée elle-même. Il y en a au Canada, aux États-Unis, Chine. Alors après, Chine, c'est un peu un marché fermé, mais et également Corée du Sud. Donc oui, il y en a beaucoup. Pour ce qui est, il y en a un ou deux en Europe également, mais par contre, voilà, on a une approche qui est un peu différente. On va venir vraiment faire une offre servicielle complète, ce qu'on appelle de l'idée à l'orbite, c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner les clients du début de leur aventure entrepreneuriale et spatiale jusqu'à arriver au premier satellite en orbite et puis derrière déployer toute la constellation, bref, leur permettre de déployer leur business rapidement. Donc, ce qui fait qu'on ne fait pas qu'un lanceur, on fait tout ce qui est autour. Mais maintenant, oui, clairement, il y a de la concurrence. Une autre question que j'avais, c'est concernant l'environnement pour le spatial en France et en Europe. Est-ce que tu trouves que c'est un sujet qui est suffisamment mis au centre des préoccupations, que ce soit le gouvernement français, voire de l'Union européenne? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que tu sens qu'il y a une vraie volonté politique de porter ce sujet et d'avoir la fameuse souveraineté déjà nationale et européenne sur ce sujet Oui, considérablement. C'est-à-dire que, enfin, quand je vois, nous, on était créé, voilà, 2018-2019, si tu veux, c'était à l'époque, les micro-lanceurs, c'était pas la priorité, les startups, ça l'était pas vraiment non plus. Alors, il y avait toujours des irréductibles gaulois qui accompagnaient très bien, des gens au CNES, et même au gouvernement. Maintenant, c'est devenu, on va dire, systémique au cours des derniers mois, avec un vrai plan, France 2030, hein, où le spatial, quand même 1,5 milliard de budget, et puis en général au niveau de l'accompagnement. Maintenant, c'est bien, c'est pas suffisant. On a malgré tout besoin enfin, je veux dire, on est sur un business qui est extrêmement capitalistique et le spatial c'est très large, c'est-à-dire ça va concerner à la fois les infrastructures qui elles nécessitent énormément d'argent et à la fois tous les services, parce que ce qui apporte la valeur, c'est pas d'envoyer des choses dans l'espace. Ce qui apporte la valeur, c'est la donnée, au final. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir savoir quelle météo il fait demain, c'est de pouvoir traquer des conteneurs à l'autre bout du monde en temps réel, c'est de pouvoir détecter des avions. Enfin, c'est cette valeur-là. Et ça coûte, c'est pas le plus cher. Le plus cher, c'est de réussir à créer la donnée et donc à créer le satellite et l'envoyer dans l'espace. Et le problème, c'est que ça, il n'y a pas de secret, hein. Si on veut être compétitif, si on veut pouvoir innover, si on veut pouvoir, essayer de rattraper le retard qu'on a, qui est considérable face à la Chine et aux États-Unis, il faut clairement plus d'investissement que ça. 1,5 milliard, c'est bien, mais ça ne reste que la moitié du budget annuel de l'Agence spatiale française. Et là, je vais même pas commencer à comparer, alors ce qui n'est pas comparable forcément, hein, mais je veux dire, la NASA, c'est plus de 20 milliards, c'est 21 ou 22 milliards cette année de budget pour le spatial, doublé entre les budgets militaires et les budgets, on va dire, des satellites espions. On est sur 60 milliards de budget spatial chaque année. Donc, on peut pas parler de la même chose. Et le budget voilà, même si on a un budget de notre agence spatiale européenne, quoi qu'il arrive, on est très loin. Mais il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire que oui, il y a une vraie volonté systémique d'accompagner, d'aller vers plus de souveraineté, de pousser l'innovation, de pousser la compétitivité. Et ça passe ça passe pas que mettre de l'argent, ça passe par changer la façon dont on donne des contrats, c'est-à-dire d'arrêter de limiter certains contrats, certains gros contrats à des très grosses boîtes, parce qu'il y a des petites boîtes qui peuvent y répondre et très bien. C'est également accélérer l'accès à ces contrats-là pour faciliter la répartition du cash. C'est également l'accompagnement, c'est pas que l'accompagnement cash, c'est l'accompagnement en technologie, l'accompagnement en moyens, notamment en moyens pour tester des choses, tester son satellite, tester nos moteurs, tester nos fusées. Donc il y a tout ça qui se met, mais malgré tout, le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Et pour permettre aux entreprises d'innover, il faut le donner de façon risquée, de façon sensée, hein, et c'est pour ça qu'on a une agence spatiale qui s'appelle le CNES, qui est l'expert sur ces sujets-là, qui doit elle-même aussi s'adapter aux nouvelles façons de prendre des risques, parce que ça fait depuis quand même une vingtaine d'années où on est quand même très frileux sur prendre des risques sur des gros programmes, mais sur des programmes commerciaux et industriels, il faut prendre des risques si on veut innover. Mais il faut également des moyens. Et là-dessus, on peut parler souveraineté, on peut parler résilience, mais il n'y a pas de secret, il va falloir investir massivement. Maintenant, on voit une vraie tendance, c'est que France 2030 est une bonne nouvelle, c'est que la ministérielle de l'ESA en novembre qui arrive, qui va déterminer du budget des 3 prochaines années pour l'Agence spatiale européenne, j'espère avoir un budget record. Et également, on a un troisième acteur qui rentre dans la danse de façon bien plus impactante, c'est la Commission européenne, avec la création déjà de ce qui s'appelle le SPA, qui est, on va dire, une sorte d'agence de l'Union européenne, enfin l'agence de la Commission, plutôt l'agence spatiale de la Commission européenne, et qui s'intéresse, alors qui a récupéré les données Galileo, qui s'intéresse de plus en plus à l'observation de la Terre et aux lanceurs. Donc voilà, il va falloir je pense que c'est pas que la France, hein, c'est la France en tant que leader européen de pousser vers plus d'investissements dans le spatial, parce que on va
on risque de louper le coche, comme on l'a fait avec le cloud, comme on l'a fait avec le digital, comme on l'a fait sur la microélectronique. Bref, c'est pas demain qu'il faut prendre la décision. Voilà, sur beaucoup de choses malheureusement, et on n'est pas mauvais partout, mais on va pas se le cacher, on n'a pas été. Enfin bon, l'Europe n'est clairement pas les premiers sur le sujet. Et justement, il y a deux choses dont tu as parlé qui m'intéressent. La première, c'est la place de la France en Europe sur le secteur spatial. Tu disais qu'on était parmi les leaders. Est-ce qu'on est vraiment le numéro un? Est-ce qu'il y a d'autres pays derrière en Europe qui poussent et qui ont une vraie stratégie spatiale? Et la deuxième question, c'était plus une observation. Tu parlais du fait de donner l'accès au contrat à des structures plus petites et arrêter de donner l'argent entre guillemets aux gros. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle volonté de faire ça ou est-ce qu'il y a quand même pas un côté politique et lobbying qui fait que ça reste quand même compliqué pour les startups ou les petites structures d'accéder à des contrats importants? Alors, je vais juste rebondir sur ce point d'avant et je reviendrai à la première question. Alors non, faut pas arrêter de donner de l'argent et des contrats aux grandes entreprises, bien au contraire. C'est plutôt répartir correctement les budgets. Et répartir les budgets pour permettre aux grandes entreprises également d'aller vers faire de l'innovation, c'est-à-dire des contrats qui permettent le risque, et aux petites structures de leur permettre de venir être compétitives et de pouvoir faire la compétition aux plus grandes entreprises sur certains appels d'offres. Maintenant, pour revenir à la première question, je dis en effet que la France était un des leaders. Je maintiens, c'est un des leaders. Sauf que clairement, le leadership français est remis en cause continuellement par l'investissement massif qu'il y a aujourd'hui de la part de l'Allemagne, de l'investissement grandissant de la part de l'Italie et de l'Espagne. Alors surtout l'Italie, l'Espagne reste un petit peu sur le côté. Et bon, l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne, mais font toujours partie de l'Agence spatiale européenne, qui n'est pas une institution de la Commission et de l'Union. Donc oui, aujourd'hui, ce leadership, il est en danger massif. On l'a vu notamment sur les lanceurs, où les Allemands se sont vus financer massivement leurs initiatives de micro-lanceurs et viennent aujourd'hui remettre en doute le leadership français sur ces compétences-là. Voilà, ce que je dirais, c'est que la France fait partie des leaders, mais il va clairement falloir, si on veut continuer à rester un des pays qui a un leadership dans le spatial européen et mondial, il va falloir clairement redoubler d'efforts. Et est-ce que ça passe aussi par le financement? Si je dis pas de bêtises, il me semble que l'Allemagne est passée devant la France en termes de contributeur à l'Agence spatiale européenne, c'est ça? On n'est plus que deuxième contributeur. L'Allemagne est Alors passée oui, premier. c'est un peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que l'Allemagne a mis plus d'argent sec d'un coup, mais sur une plus longue période. Du coup, en réalité, la France était toujours financeur numéro un. Mais bon, ça c'est des effets aussi d'annonces, etc. Le fait est que l'Allemagne a beaucoup investi, en effet, mais moins que la France sur les trois dernières années dans l'Agence spatiale européenne, mais surtout l'Allemagne a beaucoup investi dans ses entreprises. Il a beaucoup investi, mais je pense que ça c'est le résultat du fait que l'Allemagne a des entreprises historiques spatiales, mais n'en a pas des aussi grosses que nous. Et ce qui fait qu'elle est tout de suite allée voir des PME et des startups, et qu'on a vu un vrai développement d'une vraie filière industrielle New Space en Allemagne, soutenue, financée et surtout diverse. C'est-à-dire, on va derrière avec les créations de fonds d'investissement, avec la création d'aides spécialisées, avec la création de contrats, etc. Enfin, je veux dire, nous, on galère à lever de l'argent, là où les Allemands chopent des contrats de 22 millions d'euros, alors qu'on est plus ou moins au même stade de développement. Donc c'est une différence qui est relativement massive, et notamment dans le monde de l'investissement, parce que quand on vous donne un contrat de lancement, derrière, les investisseurs, c'est un vrai effet de levier pour eux. Donc oui, c'est toutes ces choses-là, et puis c'est lié à mon deuxième point, c'est que les Allemands, en effet, ont diversifié et n'ont pas fait que financer les très grosses boîtes qui existaient déjà, mais sont allés vers du risque. Et ça, en France, c'est en cours. Oui, il y a une vraie volonté. C'était ta question. Oui, il y a une vraie volonté. Maintenant, comment dire, bien évidemment que c'est des sujets qui sont très stratégiques, très politiques, et donc il y a des vrais combats qui sont pas forcément des combats de qui a la meilleure offre, c'est-à-dire la plus compétitive, la moins chère, etc. pour le contribuable, mais plutôt de qui est le meilleur lobbyiste derrière. Après, maintenant, on va pas se plaindre, c'est la façon dont fonctionne le business depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, surtout, ce qui est complexe, c'est que dans le spatial, ce qui nous a mis dans cet état-là, c'est pas tellement le fait d'avoir des grandes boîtes, etc. On a des grandes boîtes avec des vraies connaissances, des vraies spécialités, et qui sont sur certains domaines leaders, encore aujourd'hui. Pas la majorité, mais sur pas mal de domaines. Ce qu'il faut, c'est permettre à ces boîtes-là, comme aux nouvelles boîtes, de se dire, sur de l'argent public, on va prendre des risques et on va s'autoriser à prendre des risques. Et ça, c'est ce qui nous a mis dans un marasme. Enfin, le fait de ne pas le faire au cours des dernières années, ça nous a mis dans un marasme extraordinaire et qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, on regarde certaines technologies outre-Atlantique.
Et ouais, clairement, c'est compliqué. Encore une fois, il faut pas faire de généralité. Il y a des domaines comme l'observation terrestre ou autre, on est encore excellent. Mais voilà. Ouais, le message, c'est il faut qu'on on a commencé à se réveiller, il faut vraiment qu'on accélère pour pas se faire distancer et garder un leadership, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, les grandes boîtes ont un vrai rôle là-dedans, hein. Elles ont un vrai rôle d'être catalyseur au niveau des contrats, c'est-à-dire pouvoir acheter des services et des produits aux startups et aux PME, ce qu'elles font parfois bien, ce qu'elles font parfois moins bien. C'est également être catalyseur en investissant massivement également dans les nouvelles technologies. Alors, et parfois pas que pour acheter la boîte derrière, mais juste parce que c'est une stratégie de diversification. Ça, on l'a beaucoup vu aux États-Unis. Elles sont catalyseurs dans le fait de, pour le coup, parfois, oui, aussi offrir des exits. C'est aussi ça, la complexité dans la deep tech, c'est que on se dit, on a 3, 4, 5 ans de développement, et derrière, la boîte, c'est pas en vendant ses produits qu'elle va faire un ROI intéressant pour des venture capitalistes. Même si elle peut faire des gros effets de levier. Du coup, derrière, ce que ça laisse comme option, c'est rachat ou vente de l'entreprise, partielle ou totale, ou entrée en bourse. Alors l'entrée en bourse, ça se voit de plus en plus, même si en ce moment c'est pas la joie. Mais par contre, il faut qu'il y ait des grosses boîtes qui rachètent des startups. Non, mais c'est un discours intéressant. On espère que tu disais c'est en novembre, c'est ça, qu'il y a des annonces qui vont être faites. Donc on espère que En ça novembre, il y a la accélérera. ministérielle de l'ESA. Donc on verra le nouveau budget des 3 prochaines années pour l'Agence spatiale européenne proposé par chacun des pays membres. Ouais, donc on espère que ça ira dans le bon sens. Si je récapitule pour revenir à l'attitude, vous êtes quand même en pleine expansion, votre usine à Reims s'agrandit, vous embauchez des gens, vous espérez conclure les premiers contrats d'ici la fin de l'année, la R&D encore pour 1 ou 2 ans avant les tests en conditions réelles en 2024, c'est ça si je dis pas de bêtises? À quel horizon on peut imaginer voir le lanceur Zephyr dans l'espace mettre des petits satellites en orbite? C'est dans les 3-4 ans? Ah ouais, moins que ça, hein. Voilà, première tentative orbitale, c'est vraiment un premier lancement, c'est-à-dire qu'on va sur le pas de tir et puis on fait tout décoller. Après bon, c'est-à-dire que, pour te dire, le taux de réussite des premiers vols de fusée, historiquement, il est de 50%. Donc c'est flip a coin, hein. Nous, on vise pas le premier vol réussi, c'est pas notre objectif. On vise le premier vol où on apprend beaucoup de choses et on prouve la majorité des systèmes. Du coup, forcément, il va falloir peut-être 2-3 vols pour être opérationnel. Et sur ces 2-3 vols, voilà, ça nous emmène en 2025, Oui, donc c'est demain. Ouais, avec un peu de chance, de 2025 pour un premier vol commercial avec un vrai client, etc. Ça serait idéal, ça serait top. Donc oui, c'est demain. À l'échelle industrielle, c'est rien. Ça serait un vrai succès pour nous de réussir, parce que bon, la boîte a été créée en 2019, sauf que bon, on a vraiment commencé à avoir des employés en septembre 2020, donc c'est ultra rapide de pouvoir tirer Enfin, ça ferait 4 ans si on fait un premier vol fin 2024. C'est pas un record, mais on n'est pas très loin d'un record. Oui. Stan, on arrive à la fin de cet entretien. La question traditionnelle qu'on pose à nos invités pour conclure nos discussions, c'est est-ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait entreprendre mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre ou un piège à éviter, quel serait ce conseil? Comme conseil globalement, surtout pour les gens qui viendraient faire des boîtes industrielles et deep tech, que ce soit dans le spatial, l'aéronautique ou plein d'autres domaines, globalement, je pense que, alors ça va être des conseils bateaux, mais c'est ce qui a le plus aidé, c'est de réussir à vraiment bien s'entourer. C'est des boîtes où il va y avoir besoin de plus que juste savoir faire une boîte, plus savoir juste designer quelque chose. Il va falloir énormément de différentes compétences, que ça soit commercial, que ça soit au niveau du relationnel, du networking. Ça va être ultra important également de savoir faire les choses différemment, parce que une bonne partie des innovations dans la deep tech, c'est pas juste tiens, je vais faire quelque chose que personne n'a fait, mais ça va plutôt être tiens, je vais faire différemment ce que quelque chose a fait. Ce que quelqu'un a fait, typiquement SpaceX. SpaceX, c'est, je veux dire, envoyer des satellites avec une capacité de 15 tonnes en orbite, oui, Ariane Group le fait depuis 20 ans, même plus que ça. Par contre, ils l'ont innové en disant, nous, on va faire un process industriel ultra innovant, et du coup, ça va baisser les coûts, puis en plus, on va réutiliser. Et on fait le pari qu'au bout de 10-15 ans, ça va nous faire économiser encore plus d'argent. Ça, c'est innovant. C'est ce qu'a fait SpaceX. Au-delà de ça, c'est également, et là, je peux conseiller ça, parce que, je veux dire, je suis pas qu'un épiphénomène, enfin, ma boîte est pas qu'un épiphénomène, j'ai vu pas mal d'autres boîtes dans le spatial et dans d'autres domaines y arriver grâce à ça. Sortez de Paris. Sortez de Paris, allez autre part. Allez dans des régions qui sont prêtes à vous accueillir, qui sont prêtes à investir massivement. Parce qu'au-delà de ça, si vous allez devoir faire des usines, vous ne serez pas à Paris, vous serez à l'autre bout de l'Île-de-France, à Saclay ou autre. Ça n'est pas sympa. Vos ingénieurs, eux, ils vont rester dans Paris, ils vont se taper 2 heures de trajet aller-retour dans la journée. C'est pas top. Allez dans des villes, c'est vachement plus agréable. Vous aurez pas de bouchons, croyez-moi. Non, et au-delà de ça, vraiment, il y a du vrai support. Donc, je pense que il faut vraiment sortir de Paris. La réindustrialisation, pour moi, sonne avec également la décentralisation. C'est intimement lié.
Enfin, vous avez de la chance, les investisseurs sont de plus en plus intéressés par l'industrie. Alors malgré, on va dire, les conditions actuelles économiques qui forcément ne poussent pas vers investir dans des projets long terme, il y a une vraie appétence pour les projets industriels, une vraie appétence qui est aussi créée par le gouvernement qui veut investir dans l'hydrogène, qui veut investir dans l'automobile, qui veut investir dans l'aéronautique, etc., etc., etc. Donc forcément, ça crée une base. Et donc voilà, c'est le moment ou jamais. Aujourd'hui, se lancer dans l'industrie, ça crée des emplois qualifiés qui permettent à la France et à l'Europe d'avoir un avantage compétitif par rapport au reste du monde, parce qu'on va jamais être meilleur que la Thaïlande à faire des t-shirts. Par contre, on peut être meilleur que l'Asie, que la Chine et que les États-Unis pour faire des produits de haute technologie et de conserver cet avantage-là. Ça crée des emplois qualifiés, ingénieurs, docteurs, mais également des ouvriers qualifiés. Donc voilà, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire pour relancer notre économie, pour créer de l'emploi, mais également pour créer une différence dans le monde. Parce que nous aussi, ce qui nous fait vivre, c'est que les satellites qu'on envoie, les satellites que font nos clients, ils permettent de détecter des feux en forêt, ils permettent de suivre le dérèglement climatique, ils permettent de détecter les bateaux pirates, ils permettent de faire énormément de choses. Et ça change la façon dont on vit, et ça change nos sociétés avec un grand S. Et c'est le plus important. La technologie de pointe, aujourd'hui, change le monde. Donc, voilà, je dirais globalement, allez-y, n'ayez pas peur. Ça fait peur, mais c'est super, super intéressant. Très beau message, Stan. Et on souhaite plein de succès à Latitude. Et merci beaucoup pour cet échange. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!